Bonsoir à tous, bienvenue dans Vital, votre magazine santé. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler des troubles liés à l'alcool. Pour en parler, on reçoit sur ce plateau Philippe Malburny et moi. Bonsoir Philippe. Bonsoir. On reçoit Laureline Leroy. Merci d'être avec nous Laureline. Bonsoir. Vous êtes notre experte du jour, vous êtes psychologue à l'unité intégrée des pathologies du CHC Montlégiat. C'est ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, cette unité, elle existe depuis combien de temps et qu'est-ce que vous y faites ? Donc elle existe depuis 2018. On s'est inspiré de l'unité identique qui existe à Saint-Luc, donc à Bruxelles, qui elle a plus de 10 ans maintenant. Et donc on est un programme de 3 semaines d'hospitalisation dans un service de gastro-entérologie. Et donc les gens sont hospitalisés du lundi au lundi une semaine en gastro-entérologie pour faire la première semaine un bilan médical et déjà évidemment entamer la réflexion par rapport à leur consommation. Et puis du lundi au lundi, ils reviennent à domicile où là, ils font une phase test assez rapide, donc dans leur milieu de vie habituel. Et puis ils reviennent du lundi au lundi dans le service de gastro-entérologie et là, alors, on accentue beaucoup plus sur le côté psychologique et psychiatrique. Alors les gens qui sont pris en charge dans le centre, ils ont déjà atteint une forte dépendance, évidemment. Oui, parce qu'ils doivent faire un sevrage lors de la première semaine. Donc ça veut dire que le corps est déjà en manque d'alcool. Donc ça s'appelle les signes de sevrage. Et donc ils doivent passer par un traitement médicamenteux pour les aider à passer le cap vers l'arrêt d'alcool. Alors toute la question, Philippe, c'est évidemment de déterminer à partir de quand on est dépendant ou non. Ça, c'est une question assez délicate et forcément, on va en parler en détail. Peut-être avant, rappeler qu'on a choisi ce thème parce qu'on est en décembre, que forcément c'est un mois de l'année festif, que la tournée minérale approche. Elle est prévue pour février, pour ceux qui y participent. Et puis, notamment, les plans alcool, le gouvernement n'a pas su se mettre d'accord. C'est des plans qui tombent à chaque fois à l'eau et qui visent au final à ce que chaque citoyen réduise sa consommation d'ici 2022 de 50%. C'est comme ça que les plans alcool énoncent leur objectif. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que tout le monde doit réduire sa consommation ? De toute façon, est-ce qu'on boit trop en général ? C'est une question assez compliquée et qui demande de voir les choses au cas par cas, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des périodes où ils consomment plus et puis des périodes où ils s'arrêtent de consommer, comme la tournée minérale entre autres, ou même par choix personnel. Et puis il y a des personnes qui ne savent pas forcément s'en passer, donc là on est plus dans une situation de consommation un peu plus problématique. Et là ça peut être intéressant effectivement de diminuer, mais de nouveau alors il faut un accompagnement médical et donc voilà, je pense qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions et peut-être pourquoi pas être accompagné pour le faire, que ce soit au niveau médical, au niveau psychologique ou même par d'autres services qui peuvent accompagner les personnes à se poser les bonnes questions. Oui, la conscientisation finalement c'est le premier pas vers un mieux. En tout cas, la conscientisation de quelle est notre consommation, personnellement, pourquoi est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on attend de cette consommation, est-ce qu'il y a des conséquences à cette consommation, plutôt négatives ou non. Et donc voilà, c'est juste effectivement parfois, si on en vient à s'interroger sur sa consommation, peut-être pourquoi pas aller un peu plus loin et voir où on en est sincèrement avec soi-même et peut-être avec, comme je disais, un réseau médical. On attend évidemment vos questions sur la page Facebook d'RTC, n'hésitez pas. En préparant cette émission, en discutant tout à l'heure, vous nous avez dit aussi le fait de ne pas pouvoir s'arrêter. Là, c'est vraiment quelque chose qui doit alerter clairement qu'il y a un problème dans la consommation. Oui, tout à fait. C'est quand effectivement on se dit tiens, je vais arrêter ma consommation. Alors il y a plusieurs signes, soit le côté plus psychologique qui dit qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à se passer de ce que l'alcool nous apporte. Et il y a aussi, et alors là ça va encore plus loin évidemment, c'est ce côté médical où on peut avoir des signes de manque et on peut présenter des tremblements, des sudations, des palpitations. Ça peut aller encore plus loin, ça peut provoquer encore d'autres problèmes médicaux et là alors on doit vraiment avoir une intervention médicale. Avec en première ligne le médecin traitant ? En première ligne, le médecin traitant ou le gastro-entérologue. Il y a des gastro-entérologues spécialisés dans les problématiques d'alcool, donc les addictologues aussi. Et donc voilà, ça peut être des médecins spécialisés, des gastro ou des médecins traitants. D'accord. Vous parliez des questions qu'il était bon de se poser par rapport à sa consommation personnelle. Quelles questions est-ce qu'on doit se poser ?
Il y a plusieurs questions. Déjà, c'est savoir si on doit se poser des questions. En fait, en premier, parce que parfois, on peut simplement avoir une consommation qui nous convient, qui convient à notre vie sociale, et pour lesquelles il n'y a pas tellement de questions à se poser. Maintenant, c'est effectivement la régularité. Parfois, se dire, tiens, est-ce que je sais me passer d'alcool quelques jours? Est-ce que c'est un problème pour moi de m'en passer? Est-ce que je commence à avoir des conséquences, que ce soit au niveau social, au niveau relationnel, au niveau professionnel, même parfois judiciaire? Voilà, est-ce que j'ai été arrêtée plusieurs fois en état d'ivresse au volant? Et donc ça peut être des questions, enfin voilà, plutôt des conséquences vers lesquelles on peut se poser des questions. Parfois, ça peut être même un problème médical qui peut nous faire poser la question de la consommation. Il n'y a pas toujours d'autres conséquences, mais ça peut être une des conséquences. Oui, parce que le foie, lui, il trinque toujours. Il a besoin de temps en temps de faire une pause, clairement. Voilà, donc le foie, c'est un organe qui peut se régénérer. Enfin, je ne suis pas médecin, bien évidemment, donc je vais faire basiquement. Quand je dis le foie, il trinque, c'est un mauvais jeu de mots, hein, ceci étant dit. Oui, effectivement. C'était pas volontaire. Mais donc, le foie ou le pancréas, enfin voilà, il y a des organes qui effectivement jouent quand on consomme. Le foie peut tout à fait faire marche arrière et donc récupérer à partir du moment où on fait des pauses régulièrement. Oui, ça, c'est important à savoir, effectivement. Voilà, donc il peut... De combien de temps, idéalement? Il n'y a pas tellement de notions, parce que ça dépend au stade où on en est. Oui, évidemment. Et donc, il y a différents stades d'altération du foie. Il faut savoir qu'il y en a 3 où c'est réversible. Le 4e, c'est un état de cirrhose. Et donc là, c'est beaucoup moins réversible, voire ça ne l'est pas. En fait, ça peut être apaisé. C'est-à-dire que si on ne consomme plus à ce stade-là, la cirrhose peut rester stable. Ça ne se régénère. Mais ça ne se régénère plus. Les cellules sont vraiment touchées. Voilà, et donc le foie, il tient jusqu'à ce qu'il ne tienne plus, en fait. Donc des pauses, et on peut revenir, pour se remettre à zéro, entre guillemets, c'est ça? Voilà, et c'est un peu le sujet de la tournée minérale aussi, qui permet au corps, parce qu'on parle beaucoup des bienfaits sur le corps de la tournée minérale, donc le sommeil qui s'améliore, donc plus un organe, le foie qui s'améliore aussi, mais ça on le voit moins. Mais par contre, on peut avoir des ressentis physiques qui sont améliorés parce qu'on fait une pause dans l'alcool. Une première question à vous poser concernant évidemment la dépendance. J'ai conscience de ma dépendance. Dois-je consulter ou puis-je essayer de gérer cela moi-même? Donc, on est conscient qu'il y a un problème. Comment on réagit? Alors, ça dépend où est le problème. Est-ce que ce sont juste entre gros guillemets, mais des conséquences relationnelles, des conséquences professionnelles? Voilà, est-ce que parce qu'on va trop loin, trop souvent, mais qu'on arrive quand même encore à faire des pauses, mais que quand on consomme, ça devient problématique en termes de conséquences? Là, on peut aller voir son médecin traitant de nouveau, un gastro-entérologue, aussi un service de psychologie, et donc un ou une psychologue pour aller se poser les questions de la consommation, parce que si on est à ce stade-là et donc il n'y a pas de symptômes de manque, j'en reviens, mais c'est assez important, on peut faire un travail sur sa consommation, on peut voir si on peut la réduire, quel est l'impact, est-ce que psychologiquement ça pose souci, et donc faire un travail, même avec un gastro-entérologue, pas psychologique, mais même de la consommation, on peut se poser les questions avec un médecin. Maintenant, s'il y a les symptômes de manque, malheureusement, ça veut dire que le corps a besoin médicalement de l'alcool, et donc si la personne présente ces fameux symptômes de manque-là, il doit malheureusement passer par un sevrage médicamenteux. Et donc, ça veut dire avoir un traitement spécial médical pour éviter que le corps se détériore à cause de l'arrêt de l'alcool, au niveau du cerveau aussi. Oui, justement, quel est le fonctionnement? En fait, l'alcool, il y a une molécule qui déclenche une réaction du cerveau et qui donne du plaisir, et c'est pour ça qu'on en arrive à être en manque? Ou c'est plus physiologique que ça? C'est physiologique. Parce que tout ce qui est au niveau du plaisir, c'est plus psychologique. Donc effectivement, l'alcool permet de ressentir, normalement, une forme de plaisir. Il y a des gens qui vont vous dire qu'eux n'ont aucun plaisir et que l'alcool était là pour autre chose. Mais ça peut effectivement libérer une forme de plaisir. Et donc, on peut avoir ce côté festif, ce côté social, ce côté même, parfois, avoir simplement le plaisir de boire ce qu'on boit. Donc ça, c'est entre guillemets plus un aspect psychologique, même si c'est lié à un mécanisme dans le cerveau. Maintenant, après, le manque, alors là, ça devient vraiment physiologique. C'est le corps qui réagit parce qu'il n'a plus cette substance et qui ne sait pas s'en passer tout seul. Oui.
Je bois tous les jours, mais un verre ou deux uniquement. Dois-je m'inquiéter? Une question pour vous. Alors, de base, je dirais pas spécifiquement. À partir du moment où on sait quand même faire des pauses, où on peut se dire, bah voilà, c'est un plaisir que j'ai, mais si je sais m'arrêter 2-3 jours sans que ça devienne... Sans le subir. Voilà, sans le subir, bah effectivement non. L'OMS lui dit que c'est pour les femmes... Oui, il y a un plus quota. ou moins, voilà, hein. 2 verres par jour, pardon, enfin 2 unités. Donc, parce que c'est encore... voilà. Ou alors mais- calculé en semaine. Enfin, par Voilà, semaine. c'est ça. Ou alors c'était 14 unités par semaine. Et pour les hommes, c'est 21. Et donc, ça équivaut plus ou moins... Alors là, on n'est pas égaux à ce sujet-là. Non, voilà. Mais c'est de nouveau au niveau de la santé, pour le coup. Et c'est une moyenne, évidemment. Mais en soi, moi, je reviens, c'est les conséquences qui permettent de dire si effectivement il faut s'alerter de cette consommation. Les conséquences sont importantes et la pause, on répète. Oui, avec des conséquences qui peuvent être importantes au niveau de la santé. Notamment, on parle de cancer aussi, que l'alcool provoque. Il y a un plan qui est lancé par l'OMS et l'Union européenne, c'était cette semaine, c'était le 7 décembre, pour réduire les méfaits de la consommation d'alcool dans 30 pays. Il faut savoir que parmi les pays les plus concernés par la consommation d'alcool, il y en a sur le top 10, il y en a 8 qui sont en Europe. Donc voilà, c'est ici qu'on boit manifestement le plus. Ça correspond aussi à vos chiffres. C'est lié à notre mode de vie? C'est culturel, autrement dit? Moi, j'avoue que je n'ai pas forcément de chiffres du tout à vous dire ou des statistiques, alors plus comme ça, culturelles à vous donner. Maintenant, voilà, ici, on sait quand même bien que l'alcool est festif. On est une ville en plus qui a beaucoup de folklore aussi à ce niveau-là. Il y a un alcoolisme social en quelque sorte. Voilà, il y a un alcoolisme social, il y a beaucoup de croyances comme quoi on s'amuse avec l'alcool. Maintenant, ça change quand même. On commence quand même à avoir d'autres réflexions. On commence quand même à voir, on voit beaucoup, dans les magasins, il y a quand même beaucoup d'alcool sans alcool, enfin les fameux 0,0. Dans toutes les gammes, on commence à avoir des restaurants qui font des services avec des accompagnements sans alcool. Donc il y a quand même une conscientisation même de manière plus globale qui commence à se faire. Mais voilà, la croyance que l'alcool est festif et doit être là pour s'amuser, c'est quand même une croyance depuis longtemps. Et beaucoup de gens ont vu leurs parents, leurs grands-parents, les réunions de famille avec de l'alcool qui coule à flot. Donc ça reste quand même quelque chose de bien ancré. Oui, c'est vrai. C'était d'ailleurs tout à fait paradoxal, je fais une parenthèse, mais sur la Coupe du Monde, quand les supporters ont su qu'il n'y aurait pas d'alcool dans les stades, ça a provoqué un véritable scandale. Le foot, c'est nul. Alors que on parle de sport, d'une compétition sportive qui véhicule théoriquement des valeurs, eh bien le fait de la dissocier de l'alcool, pour les supporters, ça posait problème, ce qui est assez... Et dans les clubs de sport, d'ailleurs, les bars sont souvent bondés. Mais il y a énormément d'associations. Comment on explique ça, justement dans les clubs de sport, c'est évident que c'est la fameuse troisième mi-temps, enfin. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, et c'est des croyances, des associations, comme on ne peut pas avoir une bonne viande sans un bon verre de vin. Oui. D'où vient l'association de tout ce qu'on a pu côtoyer, de comment nos parents nous ont éduqués, dans quel milieu on a évolué aussi. Parce que même culturellement, il y a des cultures qui ne boivent pas quand ils mangent, enfin voilà, ou c'est pas comme nous. Donc parfois, il y a quand même aussi l'aspect culturel, forcément, qui joue sur nos consommations. Quand même un chiffre qu'on peut rappeler aussi, c'est qu'une personne sur 10 en Belgique est dépendante à l'alcool. C'est un fait avéré, d'après des sondages, des enquêtes. Et forcément, il n'y a sûrement pas une personne sur 10 qui consulte ou qui s'inquiète justement de cette dépendance. De nouveau, je n'ai pas les statistiques évidemment globales. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même se dire que prendre conscience de ça, ça implique beaucoup de choses. Ça implique quand même, de l'avouer. Beaucoup de gens disent quand même qu'ils sont honteux, qu'ils sont très culpabilisés de ça, qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir cette étiquette d'alcoolique qu'on met beaucoup encore très négativement. Et donc rien que ça, déjà, ça peut être un frein. Un gros frein, de se dire, il va falloir que je porte l'étiquette. Et puis après, une fois qu'on a conscientisé, alors étiquette ou non, juste se dire, ok, maintenant je fais le travail et je change ma consommation, c'est pas si évident dans le quotidien. Ça peut demander beaucoup de changements, beaucoup d'adaptation, beaucoup de prise de conscience, parfois un gros travail psychologique derrière, parfois,
de refaire un peu le bilan aussi de sa vie, malgré tout. Oui, tout à fait. Des gens qu'on côtoie, des activités que l'on fait, parce qu'on parle du sport, des troisième mi-temps, mais on parle de tout ce qui est social. Mais du coup, voilà, il y a des gens qui ont du mal à se dire qu'on sort avec quelqu'un qui ne boit pas ou on côtoie quelqu'un qui ne boit pas. Mais donc pour la personne qui doit arrêter de boire, enfin, ou en tout cas qui prend le choix, elle ne doit pas forcément, mais elle se dit en tout cas qu'elle fait le choix d'arrêter de boire, elle doit être confrontée à tout ça et donc il faut pouvoir faire face à tout ça. Vous disiez aussi la différence entre quelqu'un qui peut avoir des difficultés dans sa vie, des difficultés temporaires, et qui a tendance à boire un verre de plus que... Et puis celui ou celle qui est effectivement au quotidien, on en revient à cette notion de manque, on a besoin, alors qu'il n'y a plus d'aspect ni festif, ni psychologique problématique, c'est ça? Mais les deux peuvent être liés, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un moment... un événement qui fait qu'on va consommer plus et puis la vie reprend après. Et puis on peut avoir un événement qui fait qu'on consomme plus et au fur et à mesure qu'on continue à consommer, là ça devient problématique. Oui. Alors qu'effectivement l'événement est peut-être plus lointain, est passé, mais a entraîné un engrenage, une habitude, parfois une consommation qui devient de plus en plus régulière, de plus en plus élevée, parce que c'est aussi ça, hein, il y a quand même, pour vraiment qu'il y ait un problème, c'est qu'il y a quand même une consommation qui augmente. Oui. Avec des effets moins forts, il faut plus de consommation pour avoir les mêmes effets. Et donc, voilà, il y a quand même un engrenage qui se lance si on commence à entrer dans une consommation problématique. Oui. Une question qui est arrivée. Quelle est la relation entre dépression méconnue ou dépression et le fait de sombrer dans la dépendance? Est-ce pour combler un manque? Psychologique, évidemment. Oui, alors, quand la personne a ce problème d'alcool, on ne sait jamais dire si la dépression est liée à sa consommation ou s'il y avait une dépression avant, en fait. Parce qu'il faut savoir que l'alcool est ce qu'on dit dépressogène, donc c'est-à-dire qu'entraîne des symptômes qui peuvent ressembler fortement à une dépression. Donc on peut être plus triste, on peut manger moins, on peut moins bien dormir, on peut avoir de moins en moins d'envie de faire les choses. Et donc on boit parce qu'on est triste, mais on est encore plus triste. Par exemple, voilà. Donc ça, s'il y avait peut-être des signes avant et qu'on commence à utiliser l'alcool pour gérer ces signes-là, effectivement ça accentue. Maintenant, on peut avoir une dépression, enfin le mot est peut-être fort, mais en tout cas des signes de dépression parce qu'on boit. Et donc, perdre ces signes-là une fois qu'on arrête l'alcool. Donc, c'est pour ça que je dis, quand la consommation est problématique, entre guillemets, il faut arrêter pour voir ce qui est derrière. C'est souvent ça qui permet de faire le point. On parle aussi ici d'adultes, mais il y a la consommation aussi des jeunes. Et en tant que parent, on doit peut-être être attentif aussi à cette consommation. Aussi qu'il y a eu à un moment donné un phénomène de binge drinking, comme on le dit en bon anglais, c'est-à-dire le fait de boire très rapidement, d'ingurgiter une grande quantité d'alcool très rapidement pour sentir ses effets très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, selon vous, inquiétant, cette consommation chez les plus jeunes, ou bien finalement ça a toujours fait un peu partie quand on était étudiant aussi, et voilà. J'ai envie de dire, je ne sais pas si elle est plus inquiétante maintenant qu'avant. On en parle peut-être plus, ça oui. Oui, c'est vrai. Maintenant, moi j'ai encore entendu récemment qu'on avait l'impression que les jeunes, donc la génération actuelle, buvaient moins. Ah oui. Donc comme quoi, voilà. Plutôt rassurant, ça. Plutôt rassurant, mais est-ce que c'est cette génération-ci, est-ce que la prochaine génération se dira tiens, voilà, ils reprennent le pli. Donc c'est vrai que c'est difficile parce que l'alcool est quand même là. Effectivement, quand on prend même les études, les jeunes, si on fait la fête dans les études, on boit. Il y a quand même tout ce qui est autour des fêtes estudiantines. Enfin voilà, on boit. Donc est-ce que ça va poser problème après ou non? C'est très difficile à dire. J'imagine qu'il faut tout de même éviter de confronter un jeune à l'alcool trop tôt. Enfin, je ne sais pas s'il y a de bon âge pour commencer à boire un verre, mais... Il y a l'âge légal. Voilà. Oui, effectivement. Déjà, donc peut-être au moins respecter l'âge légal. Maintenant... Qui est de, on rappelle c'est 16 ans. 16 ans. Chez nous, en tout cas. Voilà. Oui. Maintenant, de nouveau, dans le milieu familial, parfois, il y a un verre qui se perd bien avant. Et puis, c'est aussi les habitudes qu'on voit. Les jeunes, parfois, peuvent voir leurs parents, alors sans parler de problème d'alcool, mais
leurs parents consommaient régulièrement ou dans des cadres. Et donc ça peut être aussi la manière de vivre. Et si on voit ça depuis toujours, on ne se dit pas forcément que c'est problématique. Donc, et ça ne l'est peut-être pas. Ça l'est peut-être pas. Est-ce qu'il y a des terrains propices justement à l'alcoolisme ? Les terrains propices, disons que si on a pu avoir dans sa famille, et peut-être de sa famille proche, des gens qui ont eu un problème, vraiment un problème avéré avec la consommation, on peut parfois retrouver des enfants qui développent ce même problème. Alors on ne parle pas de gènes, on ne parle pas de gènes, on ne parle pas d'hérédité en termes biologiques, on parle plus d'éducation, et puis même simplement d'avoir été élevé dans ce genre de milieu. Faut savoir que c'est pas suffisant. Donc ça peut jouer, mais alors souvent il y a quand même une sphère psychologique qui entre en jeu et une sphère sociale. Donc c'est jamais juste parce qu'on a eu un membre de notre famille qui a été alcoolique, si on peut utiliser le terme, qu'on va l'être. C'est pas du tout aussi simple que ça. Mais génétiquement, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de gène, non. Il n'y a pas de gène. Il n'y a pas de gène. L'alcoolisme. Voilà, c'est ce que je dis, il n'y a pas d'hérédité biologique. Maintenant, l'hérédité, elle peut être plus éducative. Dans l'acquis, quoi. Voilà. Oui, tout à fait. Est-ce que vous prônez le zéro alcool, par exemple ? Alors, ça dépend des cas. Donc, pour quelqu'un de lambda, sans interrogation sur sa consommation, pas forcément. Moi, je prône plutôt de faire attention aux conséquences. Et donc, de pouvoir à un moment se poser la question, de voir si vraiment c'est une consommation problématique. Et quand on a un problème avéré et qu'on fait un travail, une abstinence, en tout cas provisoire au début, peut être toujours intéressante pour pouvoir se poser les bonnes questions. Maintenant, de là à dire que je prône l'abstinence totale d'office, de nouveau, ça c'est au cas par cas. Il y a des gens chez qui je la conseillerais fortement parce qu'il y a un parcours, parce qu'on a vu que c'était très compliqué de passer par des consommations, ce qu'on dit contrôlées ou occasionnelles. Et puis il y en a où ça peut se faire. Enfin voilà. Ça, c'est vraiment... Comment ça se passe justement concrètement dans votre centre, dans cette unité spéciale ? Les gens qui sortent ne boivent plus jamais ou au contraire on réapprend à vivre autrement ? Ça dépend de l'objectif. En fait, ça dépend vraiment de l'objectif de la personne. Faut savoir que nous, c'est pas une condition sine qua non pour faire partie du programme. C'est-à-dire qu'on n'attend pas à ce que tous ceux qui entrent se disent « ça y est, je serai abstinent à vie ». De un, parce que parfois c'est la première hospitalisation, c'est la première prise de conscience, donc parfois les gens ne sont pas toujours prêts à se dire ça y est, j'arrête définitivement. Donc parfois il faut un processus, il faut voir comment ça se passe. Mais par contre, on essaye en tout cas que les 3 semaines d'hospitalisation et quand même un petit peu après, soient dans l'abstinence simplement pour permettre aux gens de pouvoir faire le point, le bilan, être pris en charge si c'est nécessaire et pouvoir peut-être apprendre autrement, trouver d'autres sources, d'autres habitudes, pouvoir voir si ça peut être autrement. Parce que l'objectif, c'est pas... moi, je ne dis jamais votre objectif dans la vie, c'est l'arrêt d'alcool. Votre objectif, c'est d'être bien dans votre vie. Et donc, si vous arrivez dans le programme, c'est que l'alcool a posé problème à un moment. Il y a eu des conséquences, des troubles liés à cet alcoolisme. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est de se poser la question de savoir, tiens, mais comment je peux être mieux ? Et si l'arrêt d'alcool est nécessaire, peut-être l'utiliser alors. Il y a une époque aussi où on parlait beaucoup des alcooliques anonymes, donc ces associations qui permettent aussi de gérer la dimension psychologique. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut conseiller aussi ? Le fait de se confier, c'est déjà une première démarche en tout cas. Oui, bien sûr. Eux, je pense qu'ils veulent, au-delà juste du travail psychologique, je pense qu'eux veulent être... parce qu'il y a les AA, donc les alcooliques anonymes, mais il y a aussi Vie Libre, qui est un autre organisme identique. C'est des groupes qui se retrouvent de personnes qui étaient anciens consommateurs. Et donc je pense que l'idée, c'est de pouvoir vraiment être un groupe de soutien
Et donc d'être là pour la personne, pour peut-être justement contrer cette solitude de parfois se dire « Ah bah tiens, je suis le seul qui a des problèmes », ou la seule, hein, parce que je mets au masculin. Et donc c'est pouvoir en parler, avoir des pairs qui sont dans la même situation et qui peuvent parfois être dans la même situation depuis plus longtemps, et donc être une ressource, pouvoir aider à trouver d'autres moyens de vivre sans l'alcool. Est-ce que vous avez parlé effectivement de genre? Est-ce que c'est essentiellement masculin, un? Et deux, est-ce qu'il est plus difficile de le gérer quand on est une femme qu'un homme dans les personnes que vous voyez ou l'inverse, c'est difficile pour un homme qu'une femme? Oui, c'est ça. Mais moi, personnellement, dans mon travail, je ne le ressens pas forcément parce que dans les deux cas, ça peut être extrêmement compliqué. Et donc, je pense que ça dépend aussi où la personne en est dans sa réflexion propre, et puis aussi dans l'accompagnement qu'elle peut avoir des gens autour d'elle. Et donc, il y a des gens qui sont extrêmement bien soutenus, et donc ils ne se posent pas la question de savoir si c'est vraiment honteux ou pas. Il y a des gens qui ont plus de mal, il y a des gens qui culpabilisent, il y a des gens qui ont malheureusement eu des conséquences relationnelles et familiales qui entraînent aussi parfois des éloignements. Mais voilà, le genre, je n'ai pas l'impression que c'est plus facile ou plus difficile si on est une femme ou un homme. Alors une question qu'on nous a envoyée, comment faire prendre conscience à quelqu'un qu'il est alcoolique, comment faire pour que cette personne accepte de se faire soigner? Donc est-ce que c'est l'entourage qui doit pousser à ça Alors pousser, je pense, en tout cas peut-être alerter. Pousser, je pense que il y a quand même une grande partie où la personne doit avoir son propre déclic personnel. Parce que pousser, ça ne sert à rien, c'est déjà très compliqué. Alors si en plus la personne se force et le fait pour d'autres raisons qu'en partie elle-même, ça devient extrêmement dur. Et souvent ça ne tient pas forcément. Maintenant, on peut alerter, on peut aussi s'inquiéter de la personne. On peut lui montrer qu'il y a des conséquences, qu'on les voit, que la personne, elle, peut-être ne les voit pas. On peut se faire aider de nouveau, du médecin traitant de famille qui est là, qui connaît la personne, qui a peut-être des mots différents. Voire même, de nouveau, un autre médecin. Maintenant, ça reste quelque chose de compliqué à admettre et à accepter. Et donc, je pense que plus les gens forcent peut-être autour, plus il y a cette pression et cette étiquette pour lesquelles on recule davantage. Oui. C'est toujours une discussion et un sujet tabou en 2022, l'alcoolisme. Est-ce que vous voyez une évolution par rapport à ça, justement? Alors, il y en a une. Comme je disais, quand même, la société met de plus en plus en place des choses sans alcool. Maintenant, de là à l'accepter pour soi et se dire maintenant je ne consomme plus et les gens vont m'accepter telle qu'elle, ça dépend, je pense, de la génération, ça dépend aussi du milieu dans lequel on se trouve et parfois faire ce deuil de dire voilà je ne consommerai plus jamais, c'est très compliqué. Donc voilà, je pense que c'est tout un processus, c'est toute une réflexion et que très sincèrement il ne faut pas la faire forcément seule. Maintenant, pour les proches, c'est parfois difficile de se dire qu'il va falloir du temps et beaucoup de patience pour que la personne avec qui on estime qu'il y a un problème avec l'alcool arrive à accepter et entendre qu'il y a un problème. Non, c'est tout à fait particulier parce qu'il y a une dimension aussi culturelle. On sait, tu arrives quelque part, tu bois un verre d'eau, ça ne va pas, allez, prends quand même un verre. Il y a presque un encouragement social où on ne va pas dire tiens, prends une cigarette ou reprends un morceau de viande. Mais voilà, c'est un produit tout à fait particulier. Oui, tout à fait. Et ancré culturellement, ça complique encore un petit peu plus les choses. Je parlais d'alcoolisme social tout à l'heure. C'est vrai que si on a beaucoup d'événements dans sa semaine, et ça arrive effectivement, on est souvent confronté. Je ne dis pas qu'il faut toujours accepter, mais on est confronté de manière directe. Tout à fait, et c'est aussi ça la difficulté, parce qu'à un moment, si on estime qu'il y a un problème avec notre consommation et qu'on n'a plus envie de consommer, il y a une remise en question sociale qui se fait. Est-ce qu'on doit continuer à aller aux événements? Est-ce qu'on est capable d'aller aux événements et de refuser justement ces sollicitations constantes? Est-ce qu'on est capable d'accepter le jugement? Alors, même si c'est pas toujours malveillant, mais il y a quand même une forme de jugement derrière.
Et donc je pense qu'il y a vraiment un gros travail d'accepter les choses soi-même pour arriver finalement à faire face à tout ce que les autres pourront en dire. Maintenant, c'est pas tout le temps, il y a quand même des gens qui sont très soutenants, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui disent tu ne consommes pas, pas de souci. Donc il ne faut pas non plus Vous voulez dire qu'on peut juger celui qui ne va pas boire? Oui. On peut le juger, mais parce qu'on juge tout, oui, c'est ça. en fait. Ça arrive, clairement. Oui, bien sûr. On juge tout. Quelqu'un ne mange pas de viande, on va le juger aussi. Enfin, je veux dire, on va juger celui qui va boire et on va juger celui qui ne va pas boire. Voilà, donc on peut juger tout le monde parce qu'il porte un t-shirt jaune. Enfin, c'est bête, mais voilà, ça peut être n'importe quoi. Même maintenant, la personne qui, elle, a un problème a peut-être très difficile d'accepter ce jugement et d'accepter ce regard de l'autre parce que, encore pour lui-même ou pour soi-même, c'est difficile de l'accepter. Et donc c'est pour ça qu'il y a malgré tout un gros travail sur soi, de l'image qu'on est prêt à donner et choisir aussi les personnes avec lesquelles on s'entoure. Oui, c'est ça. Oui, aussi. C'est vrai voilà. D'où un choix qui peut être très fait. difficile aussi à effectuer. On rappelle que la campagne Bob est relancée aussi pour les fêtes. Tout à fait. Un mécanisme de récompense, en quelque sorte, la récompense d'être le seul à véhiculer les autres. Et donc, c'est un peu un mode de fonctionnement aussi. J'avais une question, parce qu'on arrive déjà vers la fin, sur... une fois qu'on a été alcoolique, qu'on a eu un traitement, derrière, est-ce que c'est l'abstinence totale? Est-ce qu'il est possible de retrouver un rythme de consommation qui est moins problématique? Comment ça se passe pour ceux qui sortent du centre, justement, et qui sont, entre guillemets, guéris? Alors, de nouveau, il faut faire le parcours de la personne, vraiment retracer ce pourquoi elle en est arrivée là. Parce que si c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un événement avec une consommation qui a commencé à augmenter et que peut-être avant il n'y avait jamais eu de problème, on peut se dire ok, si on travaille l'événement, si on travaille peut-être les conséquences, si on fait un travail, est-ce qu'on peut revenir comme avant, entre guillemets, même si on n'est jamais comme avant, mais ou est-ce que non, le parcours montre bien que reprendre une consommation s'avérera problématique parce qu'on peut tout à fait reprendre un verre et puis se dire c'est pas grave et puis reprendre un deuxième et puis finalement l'engrenage est reparti. Mais ça c'est de nouveau très très au cas par cas. Une personne ne l'est pas l'autre. Il y a des personnes qui peuvent revenir à une consommation contrôlée, ça existe bien évidemment. Il y en a d'autres qui n'arriveront jamais et il y en a d'autres qui ne savent pas le faire. Oui. Voilà. On dit souvent si on a été alcoolique, on le restera toute sa vie. C'est une croyance, ça ou... En tout cas, c'est une... Donc de nouveau, ça c'est un peu l'étiquette. Et donc c'est pour ça que parfois, avoir cette étiquette-là est compliqué. Parce qu'on se dit, je suis alcoolique, je le serai toute ma vie. Au-delà de ça, je pense qu'on a une fragilité, on peut avoir une fragilité par rapport à la consommation de l'alcool qui peut répondre à quelque chose, un besoin qui n'est peut-être pas la meilleure manière d'y répondre. Et donc... Je pense que la vigilance, malgré tout, à partir du moment où on est passé dans un organisme où on a dû, alors comme on disait, faire un sevrage, avoir une aide médicamenteuse et peut-être un travail psychologique, la vigilance, c'est toujours intéressant à avoir. Si un moment, même 10 ans plus tard, on reprend un verre, est-ce qu'on le vit bien, est-ce que ça se passe bien? C'est de nouveau, se dire ok, où j'en suis et je reste vigilant. Je pense que malgré tout, la personne alcoolique, si on veut utiliser le terme, doit rester vigilante à sa consommation ou à son abstinence ou à ce qu'elle traverse en tout cas par la suite. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Laureline, merci en tout cas pour tous ces éclaircissements parce que l'émission, elle touche déjà à sa fin. On rappelle, avant de se quitter, que vous travaillez à l'unité intégrée des pathologies du CHC Montlégia qui existe depuis quelques années maintenant et qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide quand on se pose des questions par rapport à cette consommation et qu'on a l'impression d'avoir franchi cette barrière. Oui, le contact s'effectue comment? Parce que je sais que vous avez quelques petits soucis au niveau du site internet pour l'instant. Donc ça c'est un autre site, donc il existe un site mais qui ne fait pas partie de notre unité. Mais nous, sur le site du Montlégia, il y a un lien vers notre unité, donc qui permet de contacter soit un gastro-entérologue, soit moi-même, pour pouvoir avoir un rendez-vous par rapport à ça. Et on rappelle que dans votre équipe, il y a des psychologues, des psychiatres, des gastro-entérologues, et que c'est une équipe pluridisciplinaire, non psychiatrique encadrée justement et médicale.
Eh bien, merci. Merci aussi. Merci à vous. Merci Laurine. Merci beaucoup. Merci Philippe. Plaisir. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir apporté quelques éclaircissements. On se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, on se retrouve dans 3 semaines. Et d'ici là, prenez soin de vous.